Vous avez quel regard, vous, à Lutte ouvrière, sur... Bien sûr, je parle pas je voudrais vous interroger sur pourquoi Bordeaux? Non mais ça, moi je ne peux pas dire pourquoi à Bordeaux il y a eu effectivement ces manifestations importantes. Je crois moi vraiment que le mouvement Gilets jaunes a touché tout le pays, surtout effectivement les zones rurales, périurbaines. Et je pense que ça a secoué effectivement le pouvoir. Ça a permis à tous ceux qu'on n'entendait pas de prendre la parole. Et ça, c'est une très bonne chose. Et ça leur a permis de se rendre compte que oui, on pouvait, en se battant, peser sur le pouvoir. On pouvait le forcer, lui forcer la main, le forcer à prendre des mesures qu'il n'envisageait pas. Et je pense que ça, c'est évidemment la bonne voie. Moi, j'espère que ce mouvement, j'espère qu'il va se développer dans les entreprises, parce que quand on voit effectivement ces entreprises qui ferment, qui à la fois font des profits incroyables, mais qui continuent d'aggraver les cadences, de peser sur les salaires, de supprimer des emplois, dans tous les grands groupes, y compris très très riches, ça continue, eh bien il faut effectivement se battre là. Il y a une lutte à mener, parce que c'est par ce bout-là qu'on pourra changer effectivement la condition ouvrière. Et dès qu'on rentre dans un fond de débat, ah bah là, il n'y a plus personne, on ne veut plus, on n'est que dans le symbole. Voilà, terminé. Ah, vous n'êtes pas d'accord, Nathalie? Moi, je ne suis pas du tout d'accord, et je trouve ça très réjouissant, parce que, écoutez, ce grand débat, ça se transforme en un one-man show. Voilà, ça fait des semaines que ça dure. Et puis, alors, la mécanique est bien huilée. Alors, voilà, il débarque, c'était pas préparé, etc. Et puis, finalement, il arrive dans une assemblée. Alors, bien sûr, tout le monde est pris de stupeur, ne sait pas trop comment réagir. Et puis, d'un seul coup, il y a un petit grain de sable. Et ça, moi, j'adore. Et effectivement, cette femme qui, quand même, explique que les 10 milliards, c'est de la poudre aux yeux, elle a 1000 fois raison. Elle a 1000 fois raison. Je suis désolée, mais ces 10 milliards, ça a été un tour de passe-passe où, effectivement, il y a eu prétendument une augmentation de 100 € sur le SMIC, alors qu'en fait, c'était, effectivement, on prenait sur les cotisations sociales d'un côté, c'était la prime d'activité, etc. Et la réalité aussi, c'est qu'il y a eu un recalcul de cette prime d'activité, des droits, et un certain nombre de femmes et d'hommes se retrouvent avec moins. Donc c'est la réalité. La réalité, c'est que les retraités qui expliquaient qu'avec la CSG, qu'avec leur petite retraite, ils n'arrivaient pas à boucler les fins de mois, eh bien ça continue. Cette précarité, le fait que les femmes, elles trouvent que quelques heures de travail n'est pas un vrai boulot, ça continue. Donc voilà tout ce qu'elle explique. Alors bien sûr, elle n'a pas la parole. Je pense qu'elle l'expliquait mieux qu'elle. Mais attendez, vous faites une analyse de texte qui dépasse les pensées de l'auteur. Mais alors ça, vous voyez, eh bien, moi, ça m'écœure, ce genre de commentaires. Macron, ça fait 3 semaines qu'il parle pendant des heures et des heures. Ah oui, bien sûr, il a la parole facile, il peut s'expliquer, il peut argumenter, etc. Là, il saisit des femmes et des hommes qui n'ont jamais l'habitude de parler, qui ne s'autorisent jamais même à juger parce qu'ils disent, etc. Là, ce mouvement, heureusement, a libéré leur parole. Enfin, ils s'autorisent à dire leurs revendications. Et voilà, elles se lancent. Eh bien, moi, je trouve ça remarquable. Il y a aussi cette dimension de pâte humaine, des gens qui disaient on s'est retrouvés, on partage des cafés, on a parlé de nos problèmes les uns avec les autres. C'est pas seulement une enquête d'opinion d'être dans une réunion. Justement, les classes populaires, j'utilise ce terme parce qu'effectivement dans ce mouvement il y avait des ouvriers, mais il y avait aussi des femmes au foyer, il y avait des retraités, il y avait des petits patrons, beaucoup d'indépendants, des artisans, des commerçants. Donc les classes populaires se sont retrouvées pour réaliser que finalement leurs problèmes, ils étaient très similaires, et qu'au bout du compte, l'injustice dont ils souffraient n'était pas du tout une injustice individuelle, et en tout cas, ce n'était pas de leur responsabilité individuelle, mais que c'était en une société où finalement, les petites gens, ceux qui travaillent, qui passent leur vie, y compris à bosser, eh bien, ils sont écrasés. Ils sont écrasés par une espèce de rouleau compresseur. Là, c'est la loi du profit, c'est les plus gros, etc., etc. Donc, il y a tout ça. Moi, ce qui m'a frappé pour vous dire sur les 62%, moi, j'ai aucun doute. Je sais qu'en ce qui concerne les revendications sociales qui ont été mises sur la table par le mouvement des Gilets jaunes, Macron ne répondra pas. Il ne peut pas répondre parce qu'il ne veut pas toucher au profit et au pouvoir de ces grands groupes capitalistes. Et j'aimerais bien qu'on parle de Ford. Il faut que, là où il y a les fonds de pension américains, ils aient le sentiment que ça va leur coûter très cher. Si on ne fait pas ça, on n'arrive à rien. Nathalie Arthaud. Très bien parlé.
Oh, bah, à la Touraine, Nathalie Arthaud. Très bien nous. parlé. Mais alors pourquoi le gouvernement ne fait rien? Pourquoi le gouvernement laisse Ford partir? Pourquoi il ne le contraint à rien? Parce que moi, je l'ai déjà entendu, ce discours. Effectivement, Bruno Le Maire a utilisé des mots forts, la trahison, le cynisme, etc., etc. Cette comédie, on l'a depuis déjà plusieurs mois sur Ford. Depuis plusieurs mois. Alors moi, à un moment donné, il faut arrêter. Ford est en train de fermer ses portes. Et le gouvernement, finalement, nous explique qu'il va accompagner les futurs chômeurs. Voilà la réalité. C'est-à-dire que le gouvernement ne fait rien. Il y a une impuissance, et cette impuissance, elle est voulue, elle est choisie. Parce qu'à travers votre syndicat, toutes les actions juridiques. Elle est voulue, elle est choisie, parce que, justement, vous ne voulez rien interdire à ces grands groupes. Vous ne voulez pas les contraindre. Vous ne voulez les forcer à rien. Alors vous faites des belles déclarations contre les patrons voyous. La réalité, c'est qu'ils mettent effectivement des régions... ils mettent la catastrophe sociale. C'est eux qui vous sont avez justement juridiquement le pouvoir de les attaquer. Je vous interpelle parce que vous avez fait ce petit cinéma, le gouvernement, le pouvoir. Voilà ce qu'il faut faire. Vous soutenez le gouvernement. Vous êtes député. Que faites-vous? Voilà. Alors c'est bien gentil de renvoyer la balle aux syndicalistes ou aux ouvriers qui essayent de se battre pour défendre leur peau, parce que eux, ils se battent effectivement. Moi, en tant que député, je n'ai pas l'action judiciaire. Vous l'avez en tant que syndicaliste. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je suis désolée, des voitures, on en a besoin. Et de l'acier, on en a besoin. Ce système capitaliste, c'est un véritable gâchis. Parce que ces outils industriels, ils sont bien sûr utiles. Ils pourraient produire des choses fantastiques. Mais qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit des gens qui ont plein d'argent. Ça dégouline hein, pour l'écouter. Je suis désolée, mais vous avez tous entendu comme moi que 26 personnes possédaient l'équivalent de la moitié de la plus pauvre de l'humanité. Ces grands groupes, mais ils sont richissimes. Ford, il a réalisé 7 milliards de profits en 2017. 7 milliards de profits. Alors voilà, ils ont de l'argent. La réalité, c'est qu'ils veulent pas l'investir dans ces activités-là parce que c'est moins rentable que d'aller spéculer, parce que c'est moins rentable que d'aller. Donc on est dans un système mais qui est de plus en plus parasitaire. C'est qu'ils n'ont pas de clients en France. Si, c'est ça. Mais bien non, sûr que non. Mais non. Bah, si, ça fait des années qu'ils cherchent à fermer effectivement son groupe, qui cherchent. Vous savez, c'est comme PSA. PSA font des super profits en ce moment. Ils ont annoncé d'ailleurs très fièrement 3,3 milliards de bénéfices. Mais savez-vous qu'ils continuent de supprimer des emplois? Ils continuent de supprimer des emplois, 1900 sur le groupe, et ils continuent de fermer des sites, Saint-Ouen et Rimoncourt. Et ils continuent surtout d'aggraver les cadences, les conditions de travail, y compris les salaires. Alors là, Tavares, le PDG de PSA, a annoncé une prime, mais c'est pour pas augmenter des salaires. Oui, mais regardez ce que vous faites. En quoi c'est pervers? Je vous explique. Vous comparez PSA, qui est une entreprise qui vend beaucoup de voitures, qui a du succès, à Ford, qui n'en vend pas. Et du coup, vous mettez sur le même plan. Bah Ford, si. c'est un grand Ford en France ne vend pas de voitures comme PSA. De vitesse à d'autres marques, vous le savez très bien. Non, mais... Bon, et moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un système capitaliste qui est vraiment, vraiment de plus en plus parasitaire. Jean-Christophe Cambadélis, comment... Et le gouvernement, il veut rien faire. Moi, j'espère que les travailleurs, justement, ils se battront pour revendiquer leurs droits. Le droit d'avoir un travail, de gagner dignement leur vie, d'avoir un salaire, etc. Devant une société américaine, qu'est-ce que peut faire? Il faut peut-être remettre un peu à l'État français. Bon, nous sommes dans un État de droit. Oui. Bon. Donc, nous ne sommes pas dans la réquisition, la nationalisation. Mais c'est ce qu'il faudrait. Bon, d'accord, mais ça, c'est la position plutôt ouvrière. Mais nous sommes dans un État de droit. Monsieur Montebourg avait proposé de réquisitionner, souvenez-vous. Mais oui, mais même Dominique Strauss-Kahn avait proposé des nationalisations, tout à fait autre chose. de nationalisation temporaire. Bon, mais nous sommes dans un État de droit, donc il faut agir avec les possibilités du droit. Donc les organisations syndicales peuvent interpeller. Les députés, malheureusement, ne le peuvent pas. Mais l'État peut rien faire, alors. Non, je n'ai pas dit ça. L'État peut faire un certain nombre de choses. Moi, j'ai proposé que on soit très sévère pour le retour des aides que nous avons données à ces entreprises, parce que c'était des retours, c'était des aides pour pouvoir faire de la recherche, c'est-à-dire être capable de rendre l'entreprise compétitive, et pour le maintien de l'emploi. Ils ont empoché ça. C'est le minimum. Ils ont déjà budgété ça. C'est le minimum. Il faut ramasser ça. Mais oui, parce que si on veut faire, c'est déjà budgété dans les comptes de Ford. Ça, j'en sais rien. J'en sais rien. Sauf que vous n'avez pas la volonté politique de l'imposer. Ils n'ont pas le pouvoir. Il n'y a plus ce pouvoir politique qui peut-être existait il y a quelques décennies, n'existe plus aujourd'hui face à une immense entreprise qui arrive dans une région, qui dit on va créer tant d'emplois, on dit oui, puis quand ils s'en vont, on dit on n'a plus rien fait. Malheureusement, et je suis le premier à le blâmer, les
politiques n'ont plus ce pouvoir. Eh bien aujourd'hui. voilà, le pouvoir, il est d'ailleurs dans les grands groupes industriels et financiers. Le pouvoir, il se concentre là où il y a le capital. Et ça, eh bien, il ne faut plus l'accepter. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense qu'il faut la changer, cette économie. Il faut la changer, cette société. Parce qu'on va tous crever à cette aune-là, sur ce pouvoir-là. Bien sûr, il n'y a que le profit qui compte. Il n'y a que leur valeur boursière, le travail, les salaires, les retraites. Mais ils n'en ont que faire. Mais même les trusts pharmaceutiques, aujourd'hui, se moquent de fabriquer des médicaments. Leur problème, c'est qu'ils fabriquent des profits le plus vite possible. Et c'est toute la société qui est comme ça. Il n'y en a pas que pour vous, il y en a pas que pour vous, Nathalie Arthaud. On se demande ce qui va se passer, Nathalie Arthaud. Enfin, moi, j'entends cette petite musique-là où finalement on nous explique qu'il faut des réformes de structure, la vie change, il faut accepter qu'il n'y ait plus de code du travail, il faut accepter la flexibilité. Enfin bon, au final, on demande aux salariés, aux petits gens de faire de plus en plus de sacrifices, de vivre dans une précarité totale, etc., etc. Alors moi, par rapport à ça, je partage complètement le désir d'imposer la transparence sur ce qui se passe, pas seulement sur le budget de l'État d'ailleurs, mais sur l'argent de ces grands groupes, parce que ce désir de transparence, il est légitime. Vous vous rendez compte qu'à la fois, on vit dans une société qui est très riche, qui n'a jamais été aussi riche, et aussi riche de possibilités, qui est capable de faire d'ailleurs des choses incroyables, fantastiques. Bon, même en termes médicaux, c'est vrai que les progrès ont été fantastiques. On peut soigner des maladies graves et très bien. Et en même temps, on peut avoir un mal de chien pour avoir un rendez-vous chez un généraliste, y compris quand on a une maladie grave. Donc, vous voyez, ce décalage-là, le fait qu'il y ait des richesses d'un côté, qu'il y a une pauvreté, une marginalisation de l'autre, eh bien, forcément, oui, il y a une demande où l'argent passe, où notre travail passe. Donc, cette volonté de contrôle... Vous répondez pas à ma question. Mais si, parce que moi, je pense qu'il faut que les travailleurs et les petits gens, ils imposent... c'est lié à